Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer. On essayait de régler un petit problème technique, mais on va s'adapter de toute façon. Donc, merci à vous d'être présents. Je suis Didier Gomez. Je suis accompagné par Stéphane Royer qui viendra tout à l'heure à ma place. En premier lieu, je voudrais remercier Touraine Ufologie et OVNI Anjou pour organiser ce week-end ufologique avec un programme assez chargé, mais fortement intéressant, avec d'associations qui sont présentes aussi, avec des ouvrages que vous pourrez venir voir tout à l'heure. On se fera un plaisir avec Stéphane de vous dédicacer l'ouvrage qu'on a édité aux éditions GMG en 2021. Donc le thème abordé cet après-midi, c'est donc le même que celui du bouquin, c'est le thème du phénomène OVNI en lien avec le nucléaire. Et il y a un sous-titre qui a quand même son importance: Sommes-nous sous surveillance, avec un point d'interrogation. Donc on aura l'occasion d'en débattre. Donc on a voulu, dans ce livre, évoquer aussi bien les différents cas, fortement documentés du nucléaire avec le phénomène OVNI, aussi bien sur les bases militaires françaises et américaines. Et également, on a présenté des cas, bon, c'est pas exhaustif bien sûr, le but c'était de publier un bouquin, déjà parce qu'il y en a très peu qui ont été publiés sur le sujet, mais c'était surtout de prendre en compte, prendre conscience de tout ce qui se passe au niveau mondial et notamment en lien avec le nucléaire. Donc il y a également des cas avec des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Il y a d'autres témoignages qui sont en relation avec des sites du nucléaire civil. On aura sûrement l'occasion d'en reparler autour de centrales, des centrales nucléaires, avec notamment une vague qui a eu lieu en 2014 sur le sol français, où quasiment toutes les centrales ont été observées par des phénomènes lumineux qui restent à ce jour non identifiés. Voilà. Donc on a voulu écrire un livre sur ce thème-là, que je disais, parce que il y a eu très peu de livres ufologiques par le passé qui font état de liens entre le phénomène OVNI et le nucléaire. Et pour nous, c'est quand même assez extraordinaire parce que on peut s'apercevoir que tous les cas ufologiques sont allés de manière exponentielle à partir de après août 45, donc Hiroshima, Nagasaki, première bombe atomique a explosé, et il y a eu ensuite des tas de témoignages, des centaines, des milliers de témoignages qui ont découlé qui ont suivi d'ailleurs les essais nucléaires qui ont eu lieu à différents endroits de la planète. Donc on a fait ce lien-là parce que c'est vrai qu'avant août 45, on a très très peu de témoignages. Alors il y en a des témoignages, mais c'est vraiment très sporadique. Et dès janvier 46, il y a eu des centaines de témoignages, notamment en Scandinavie, et à partir de l'année 47, c'est une vraie déferlante aux États-Unis, et après ça s'est démultiplié comme une traînée de poudre sur toute la planète. Au départ, c'était des boules de feu vertes. Ensuite, c'est devenu des disques volants, des soucoupes volantes, et le phénomène ensuite s'est développé depuis ces années-là, depuis la fin des années 40. Donc alors, pour pas faire trop long, parce qu'après on voudrait aussi garder un moment avec vous pour si vous avez des questions. Moi, j'ai préparé un petit slide. Alors, c'est extrait d'un des cas les plus symptomatiques et qui s'est passé sur une base américaine. C'est le cas de Minot du 24 octobre 1968. Donc, j'espère que vous voyez à l'écran. Donc c'est un cas en fait que j'ai publié dans Ufomania Magazine, le numéro 73, qui est sorti en hiver 2012, donc ça fait déjà quelques temps de ça. En fait, j'avais eu la chance d'avoir l'autorisation par Thomas Tullien, qui est un ufologue américain qui a enquêté exclusivement sur tout ce qui est
correspondait avec des témoignages liés à cette base militaire. Alors je vais un peu rentrer dans le détail. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc alors j'ai vraiment très synthétisé, mais il faut savoir, en octobre 68, après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Il y a un contexte sociopolitique, particulier. On va parler de la situation, géographique de la base, Minot Air Force Base. Le déroulement des faits, là je vais pas trop m'attarder, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 21 témoins oculaires. Donc il y a des témoins au sol, des militaires, donc qui sont consignés sur la base. Il y a des enregistrements radar et ensuite, on abordera la conclusion. Donc alors juste le contexte sociopolitique de l'époque, hein, on est en pleine guerre froide. On est, heu, on est en pleine dans la conquête, spatiale. L'URSS et les États-Unis, se font la guerre pour, savoir, quelle nation va être la première à aller sur la Lune. Et il y a aussi, depuis les années 50 et jusqu'à la fin des années 70, il y a des essais nucléaires qui sont faits en masse par, différentes nations, dont la France. Donc voilà, ça c'est pour situer rapidement, la période d'octobre 1968. Donc après, vous allez avoir juste après une carte qui va situer la base. Donc elle est dans le Nord Dakota. Donc c'est un État qui est, voilà, tout à fait au centre des États-Unis, tout à fait dans le nord, et qui abrite une des bases les plus importantes de missiles balistiques, ICBM Minuteman. Donc la portée, vous voyez, ça peut aller de 5500 à 13 000 kilomètres. C'est un missile qui fait 18 mètres de long, qui est enfoui dans le sol sur cette base-là. Et sur cette base-là, en octobre 68, il y a 165 missiles à tête nucléaire. Donc, un complexe qui s'étend sur 42 km². Donc la base, plus, il faut savoir qu'il y a aussi, donc il y a les missiles qui sont enfouis dans le sol, et il y a aussi, la première photo que vous avez vue, un Stratofortress Boeing c'est, l'avion qui est capable d'emporter des ogives nucléaires. Donc sur le site en lui-même, il y a 1250 ogives nucléaires. Donc c'est un des sites les plus importants de la planète en termes de missiles et d'ogives nucléaires à l'époque. Donc voilà, ça c'est la base de Minot. Alors après vous allez voir des photos. Chaque, surface ici comprend, alors on voit pas bien, mais comprend 10 missiles, 10 têtes de missiles. Donc chaque fois, le missile, il est enfoui dans le sol. Après vous allez voir d'autres photos. Donc tous ces sites-là, chaque fois qu'il y a un point noir, c'est, un secteur où il y a 10 missiles qui sont enfouis dans le sol. Donc tout ça, ça fait, plus de 20 km² de surface. Et ensuite, il y a aussi la base où il y a les avions et les les Boeing Stratofortress qui sont, destinés à mener d'autres missiles, s'il le faut en cas de conflit. Donc voilà, ça c'est, une photo d'une ogive en fait qui est enfouie. Bon, évidemment on voit rien. Vous avez ici, l'ouverture du silo, et le missile est à l'intérieur. Voilà, ça c'est une autre photo. Bon, on voit pas grand-chose, mais c'est un peu pour comprendre. Vous voyez, on voit bien que c'est totalement désertique et que c'est, dévolu uniquement à cette base de missiles. Voilà, bon ça c'est une photo qui n'est pas de MyNote, mais c'est pour comprendre. Voilà la taille du missile, et la tête nucléaire est en haut. Voilà, alors là on va passer, parce que je ne veux pas faire trop long, parce que c'est un cas vraiment très intéressant. Donc le déroulement des faits, le le matin à 2h30, il y a tout d'abord 2 témoins qui sont sur, le site November 7. En fait, chaque structure de 10 missiles, ils ont une appellation. Donc là, il y a November, il y a Oscar,
Donc il y a plusieurs témoins militaires qui sont en patrouille sur la base et qui vont observer des phénomènes lumineux à plusieurs endroits de la base. Donc, je vous expliquais que la base faisait 20 km². Donc, vous imaginez bien qu'il faut qu'ils prennent un véhicule pour se déplacer pour aller voir ce que sont ces lumières. Donc, il y a deux premiers témoins visuels sur le site November 7 et il y a d'autres témoins qui sont placés un peu plus loin sur la base, sur d'autres sites, donc là qui sont identifiés dans le rapport avec les noms suivants Oscar 1 et Oscar 6, et même il y a M1, alors M1, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais voilà, c'est également un autre site où d'autres témoins vont voir des lumières. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que, il y a, 14 témoins en tout, aussi bien au niveau de la base que sur site, donc des témoins qui se déplacent, qui vont voir des lumières, et il y a également, est-ce que tu peux revenir juste un peu avant, s'il te plaît? Merci. Il y a 1 heure après, il y a un équipage de B-52 Fortress, donc c'est l'avion que vous avez vu au début là, ces gros Boeing là, qui portent des missiles et qui reviennent d'une formation, de 10 heures et qui rentrent sur la base, donc à 3h34 du matin, et là, ils vont détecter un écho-radar, qui se trouve à 5 kilomètres de leur position, donc ils sont en vol et ils s'apprêtent à atterrir, et ils confirment les observations qui ont été faites 1 heure plus tôt et qui continuent d'être observées, et ils vont décrire, alors je vais vraiment beaucoup synthétiser, mais ils vont décrire un objet ressemblant à un énorme œuf, semblant dégager une couleur qui ressemble à l'acier en fusion. Donc là, je repris rapidement. Donc nous avons en tout 21 témoins oculaires, 14 militaires donc disséminés un peu partout sur la base, et 7 militaires dans l'avion qui rentrent à la base. Donc ce qui est intéressant sur ce cas, c'est que il y a beaucoup de témoins. On est sur la base la plus surveillée à cette époque-là aux États-Unis. La base est la plus importante en termes d'ogive nucléaire, et il y a des observations. Alors, il y a eu ce cas-là qui a été très fortement documenté, mais sur la base de Minot, il y a eu d'autres cas, bien sûr, d'observation de phénomènes aériens non identifiés, et c'est pour ça qu'on l'a repris dans le livre pour démontrer que les sites les stratégiques américains les plus sensibles ont été visités à plusieurs reprises. Donc je vais vous faire grâce de tous les témoignages de pilotes, mais vous pouvez les retrouver dans la revue, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de pages avec toutes les retranscriptions des, des militaires, hein, et toutes les traductions. Euh, bon, voilà, ça c'est une photo des pilotes. Donc les enregistrements radar ont confirmé, puisqu'il y a eu un rapport d'enquête suite à ces différentes observations, ont confirmé qu'il y avait bien quelque chose dans le ciel à ce moment-là, au-dessus de Minot Air Force Base. Il y a eu des photos également de prise montrant qu'il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à la base et euh, qui s'est promené pendant plus d'1 heure au-dessus de la base. Donc voilà, ça c'est une photo. Bon, après, euh, je ne pourrais pas vous dire où est l'écho identifié, mais c'était pour agrémenter un peu. Il y a eu plein de photos de ce type. Vous pouvez le retrouver aussi sur, sur le site. Je vous redonnerai l'adresse internet si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Si tu peux passer à la suivante. Donc ce cas, comme je vous disais, est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a eu
beaucoup de témoignages fiables et de pilotes chevronnés, de militaires, d'officiers militaires du commandement américain qui ont maintenu leur version des faits. Donc la conclusion, c'est qu'il y a eu présence d'un phénomène aérospatial non identifié au comportement intelligent avéré et corroboré par des photos et des enregistrements radar. Donc, voilà l'adresse. En fait, si vous voulez aller voir de vous-même, vous tapez MyNote B52 UFO, vous tapez MyNote OVNI, vous allez tomber fatalement dessus. Il y a des centaines de pages de documents. Bon, moi, pour ce cas-là, Thomas Tullien, l'ufologue américain, m'avait donné l'autorisation de publier. J'avais traduit pas mal de pages, mais bon, le cas est super, super intéressant. Je vous ai mis aussi en référence ce bouquin-là qu'on a du mal à trouver de Jean-Jacques Velasco, ancien directeur du CEPRA, Trouble dans le ciel. C'est un des rares qui parle du cas Maïnote et pourtant c'est quand même un cas de référence. Il est aussi dans le Blue Book américain sous le numéro 12548 pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. On va essayer. Tant pis si on n'a pas le son parce que c'est sous-titré en français et c'est sur le cas MyNote. Ça dure 3 ou 4 minutes. Vas-y, tu peux lancer. Je sais pas si on va entendre. In the middle of the Cold War, across remote stretches of the northern United States, the Air Force kept ballistic missiles and B-52 bombers on constant alert. On the night of October the 24th, 1968, at Minot Vous Air avez Force une Base, vision de la base. Airman First Class Voilà, lui c'est le premier Michael témoin, Connor, Michael Connor, was qui va dispatched voir, to make a routine repair il at va one of the observer missile sites. voilà, c'est lui qui va observer les premières lumières. And out of the corner of my eye, I observed what I thought was a farmer's yard light, but it looked awful bright. As we proceeded down the road, the object appeared to lift off the ground and parallel us down the road until we came to the missile site, at which point we got out of the truck and it just kind of hovered there. Staff Sergeant Bill Smith was in charge of security for 10 nuclear Ce sont missiles. tous des That militaires night, he qui étaient reported seeing chargés strange objects. de surveiller These objects would rise, les they silos would speed nucléaires. up, they would Ouais, slow us down, ils font they would hover. ils font état de surplace de la part des ovnis, enfin, des lumières Could explain. The Minot Control Tower diverted a B-52 to investigate. Alors là, c'est pas tout à fait vrai parce que ils disent que c'est la base qui a lancé le B-52. Il était déjà en vol, il rentrait d'une mission de formation de pilote. Going out to this one area and looking for something. I was curious. I said, well, what are we looking for? And they said, well, you'll know it if you find it. The navigator on the B-52, Captain Patrick McCaslin, suddenly identified an object on his radar screen. I saw a return, faint one sweep, bright the next, large, off our right wing, 3 o'clock, at about 3 miles. And at that point, I asked the radar navigator to turn on the camera, which would then take pictures of whatever was on the radar screen. These pictures Donc of voilà the radar la screen signature show the radar object au bout de la flying flèche. in formation with the B-52. This thing was climbing out with us and maintaining the same heading we were. That was unusual. But what really watered my eyes when this thing backed away and allowed us to turn inside of it. When the object suddenly disappeared from the radar, the bomber turned back to find it. Co-pilot Runyon was the first to spot what appeared to be a glowing craft hovering near the ground. When things like that are happening, it seems like time just stands still. My estimate, overall object was a minimum of 200 feet in diameter, and it was hundreds of feet long. It had a metallic cylinder attached to another
a section that was shaped like a crescent moon. I felt that this crescent moon part was probably the command center. I tried to look inside the thing, but all I could see was a yellow glow. At that point, I was fairly sure that I was looking at an alien spaceship, something that had come here from some other planet other than Earth. Co-pilot Runyon and the other crew members of the B-52 reported their sighting when they returned to the base. According to Blue Book's investigation, the crew of the B-52 and 16 witnesses on the ground said they saw a UFO that night. In its final report, Blue Book concluded that they were all seeing stars. None of those pilots saw stars. I know those pilots. I know Vous what their voyez training l'explication was. officielle par, I know par how many stars they'd le seen gouvernement in the américain, course of c'est their ils ont careers. simplement vu des étoiles. They were not looking at a star. Mais c'est pas du tout ce qu'ils décrivent, moi. It bothers me that Blue Book blew it off. I don't think this incident has ever been adequately explained. Blue Book, en fait, juste pour préciser, pour ceux qui peut-être n'ont pas l'info, c'est une commission qui a été créée aux États-Unis qui faisait suite à d'autres commissions dont le but avéré était d'expliquer tous les cas par des hallucinations, la planète Vénus, des étoiles, des choses qui étaient tout à fait explicables. Mais voilà, c'était pour un peu faire taire l'opinion publique américaine par rapport à tous les témoignages qui remontaient du terrain et notamment des sites militaires, des pilotes. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu quand même lire, même si on n'avait pas une bonne qualité d'image. Nous allons continuer avec Stéphane, peut-être. Alors, bonjour à tous. Je vais laisser mon collègue s'installer et on va traiter d'un sujet effectivement qui reste dans l'univers nucléaire. Et j'ai voulu, moi, vous parler d'un sujet qui concerne effectivement les ovnis nucléaires et les rayons qui ont été vus effectivement émanant de ces ovnis tirés sur un certain nombre d'objets en rapport avec les environnements nucléaires, que ce soit des sites militaires ou des sites effectivement plus civils. On va surtout se concentrer sur les sites militaires. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voilà, donc on va avoir effectivement donc, des rayons qui sont tirés sur des installations nucléaires militaires. On va voir par exemple la base de Big Sur à Vandenberg, qui est un cas de 1964. On va voir aussi Rendlesham, la base de Rendlesham et Bentwaters en Angleterre en 1980. Et le cas de Caspotignard en 1989. Et on verra que sur ces sites, effectivement, on va avoir des rayons qu'on va retrouver aussi sur des installations nucléaires civiles. Et là, je vous donnerai l'exemple de Tchernobyl en 1986. Et on essaiera de voir un petit peu quelle est la nature et l'intérêt de ces rayons. Donc voilà, 3 parties en gros. Commençons par la première, c'est-à-dire les bases militaires. Donc on va examiner 3 cas. Donc 2 bases américaines aux États-Unis et une en Grande-Bretagne, mais sous protectorat américain, pourrait-on dire. Alors, suivante. Voilà, donc on va s'intéresser d'abord à Vandenberg. Alors Vandenberg est effectivement situé en Californie, voilà, et entre août et novembre 1964, on va avoir la base de l'Air Force, donc l'US Air Force, qui se déploie sur les sommets montagneux donc de Big Sur en Californie. Alors c'est un endroit où il y a des montagnes, de la forêt, c'est la forêt de Los Padres d'ailleurs. Et l'objectif donc de ce déploiement, c'est d'y filmer des tests de missiles Atlas. Bon. Parmi les membres de l'équipe militaire, on va y trouver le lieutenant Robert Jacobs, qui lui effectivement est un jeune commandant de la 1369e escadrille photographique en charge de ce qu'on appelle la photo-instrumentation. Donc le major Mansman, qui est donc ce supérieur hiérarchique et qui l'assiste, va être assigné au bureau en chef des scientifiques dans la première division stratégique aérospatiale, leur objectif étant d'analyser tous les films et tests de missiles. Voilà un petit peu posé le cadre. Entrons dans le vif du sujet. Donc là, on va avoir effectivement le déploiement d'une escadrille photographique qui va capturer 9 lancements de missiles depuis la base de Vandenberg. Et lors de l'enregistrement du missile, personne n'observe quoi que ce soit d'anormal, comme c'est souvent le cas d'ailleurs.
et ça c'est ce que nous raconte Robert Jacobs. Simplement, lorsqu'ils vont projeter le film ensuite, ultérieurement, le major Mansman et Robert Jacobs et 2 officiers de l'Air Force ainsi que 2 civils vont observer un ovni qui tourne autour du missile et tirer 4 rayons lumineux autour de l'objet avant que l'objet ne chute dans l'océan Pacifique. Et donc les 2 hommes en civil contesteront qu'il s'agisse d'un ovni et ils vont dire qu'en fait il ne s'est rien passé et qu'ils devraient oublier cet incident qui sera désormais classé top secret. Alors, entrons un petit peu plus loin, on va avoir une animation justement. Voilà, alors si tu peux la lancer. Normalement, voilà. Donc là, on a une animation effectivement, alors qui n'est pas de l'époque, hein, c'est une reconstitution. On voit un objet de forme discoïdale qui tire donc des rayons lumineux autour donc de l'objet qui a été éjecté donc du missile. Et en fait, ça, c'est ce que l'on va observer. Il y a donc 4 tirs lumineux et c'est une reconstitution qui sera faite dans les années 90. Voilà, on va avancer. On va voir donc maintenant Robert Jacobs. Donc 18 ans plus tard, après son service, après son entrée sous les drapeaux, en 1982, donc une fois avoir quitté l'Air Force, il va commencer à parler à la presse, notamment via le National Enquirer, donc le magazine Omni, ayant d'abord refusé son article. Donc, il va témoigner de ce qui lui est arrivé. Et 1 an après, on va avoir l'ufologue américain Lee Graham qui va rechercher Florence Mansman, le fameux supérieur hiérarchique, le lieutenant de l'époque, le major, pardon. Et Florence Mansman sera diplômée d'un doctorat en ingénierie biomédicale. Alors là, on voit la photo de Robert Jacobs, plus âgé évidemment. Donc en fait, Florence Mansman sera diplômée d'un doctorat en ingénierie biomédicale. Et il fera entendre sa version des faits. Alors, il sera d'abord réticent au départ, il ne voulait pas témoigner. Et puis, finalement, il va confirmer le témoignage de Robert Jacobs. Et il va dire que ce sera l'année 64 et non 65, comme il l'avait affirmé. Il va corriger la date. Et pour Mansman, l'objet était d'origine extraterrestre. Donc, pour Robert Jacobs, tiré sur une tête nucléaire factice, parce que ce n'était pas une vraie tête nucléaire, eh bien, pour lui, c'était un avertissement envers notre possession d'un armement nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, en 1989, on va avoir Bob Jacobs, Robert Jacobs, qui écrira un article beaucoup plus détaillé sur l'incident de Big Sur dans le MUFON UFO Journal, ce qui lui vaudra donc à ce moment-là d'être harcelé de la part des sceptiques, notamment d'un organisme américain qui s'appelle le XICOP, devenu plus tard le CSI, et leur magazine Skeptical Inquirer. Voilà, et on verra, comme ici sur la photo, James Oberg ou Philippe Giclas. Et en 93, Kingston George écrira un article dans Skeptical Inquirer, en fait c'est lui qu'on voit sur la photo, pour dénoncer cet ovni de Big Sur comme étant un ensemble de leurres expérimentaux cachés dans la coiffe du missile. Des leurres qui devaient être relâchés en vol afin de tromper les radars soviétiques. On est encore dans la guerre froide. Ce sont donc des leurres que Jacobs a pris pour des ovnis. C'est la version élaborée par Kingston George, c'est pas facile à prononcer. Donc, dans cette version, il ne put visionner ce film, Kingston George, car c'est Mansman, le lieutenant Mansman, le major Mansman, qui en eut la garde jusqu'à son départ de l'armée. Et en fait, il n'y a qu'une seule copie de ce film, donc il n'est pas sorti en grand public, on ne le connaît pas. Par contre, ce film a été emmené en avion spécial, il est parti de la base avec les 2 officiers de la CIA, qui ont assisté à la présentation, la projection du film à l'époque. Voilà. Et Kendrick Frazier, donc éditeur en chef du magazine Skeptical Inquirer, servi comme militaire et comme relations publiques des laboratoires nationaux de Sandia, qui sont dédiés à la recherche nucléaire militaire. D'ailleurs, il y aura eu beaucoup d'observations d'ovnis et de boules de feu vertes, entre guillemets, dans les années 40, en gros, 44, 46, autour des laboratoires de Sandia, par exemple. Bon. Et donc, en fait, il est intéressant que Kendrick Frazier, donc aussi un des sceptiques, avait des relations intéressées avec l'armée. Alors, il est intéressant que Florence Mansman, donc le major impliqué dans le projet, ait confirmé le récit, notamment dans une lettre de mai 1987 adressée à un chercheur sur les ovnis, qui est donc... alors, Jacobs a approfondi son récit en 1989 dans une revue sur les ovnis, et ensuite, on va avoir l'entrée en scène de Robert Hastings, qui a écrit 2 ouvrages, dont le premier s'appelle UFOs and Nukes, donc ovnis nucléaires,
Alors, Robert Hastings, c'est l'un des enquêteurs américains les plus spécialisés sur le sujet. Il a vraiment écrit 2 livres qui d'ailleurs ont été nos sources principales, hein, entre autres. C'est vraiment un auteur qui mériterait d'être connu davantage en France. Malheureusement, ces 2 ouvrages ne sont pas traduits. Donc en fait, notre ouvrage rend aussi hommage à tout le travail qu'a fait Robert Hastings, lui et quelques autres. Donc voilà. Et donc justement, Robert Hastings va rencontrer Robert Jacob et il va citer son histoire dans son premier livre, UFOs and Nukes. Et ultérieurement, les 2 hommes créeront un documentaire sur le sujet qui s'appelle UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed, donc le ovni nucléaire, le lien secret révélé. Voilà. Et la simulation que je vous montrais tout à l'heure est extraite de ce documentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 26 juillet 2023, l'ancien pilote de jet de la Navy, Ryan Graves, témoigne devant la Chambre des représentants. Et il va confirmer que la base de Vandenberg aura bien été survolée une fois de plus par un ovni de forme carrée, de couleur orange, non loin du côté de Santa Barbara, en l'année 2003. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le lien tout en bas, si vous voulez retrouver l'article, qui est en anglais. Voilà, le lien ici. Alors, je sais qu'on ne le voit pas très bien, mais ceux qui le veulent, je pourrais leur envoyer. Alors, évidemment, que nous dit Ryan Graves? Je vous cite ce qu'il a dit au Santa Barbara Independent. Un vaste groupe d'entrepreneurs de Boeing opérait près de l'une des installations de lancement à la base de Vandenberg lorsqu'ils ont observé un très grand carré rouge de 100 yards, donc environ 91 mètres, donc de côté, s'approcher de la base depuis l'océan et planer à basse altitude au-dessus de l'une des installations de lancement, donc a expliqué Graves. Cet objet est resté environ 45 secondes avant de filer au-dessus des montagnes. Donc, encore une fois, hein, on est sur des observations très brèves, même s'il y a eu des observations OVNI de beaucoup plus longue durée. Et donc une observation qui a eu lieu à 8h45 du matin. Voilà. Alors, autre citation, plus tard dans la soirée, après le coucher du soleil, des rapports ont fait état d'autres observations sur la base, incluant des comportements agressifs. Ces objets s'approchaient de certains agents de sécurité à grande vitesse avant de repartir, a déclaré Graves. Et d'ailleurs, en 2021, la base de Vandenberg sera rebaptisée Vandenberg Space Force Base. Voilà. Ça, c'est pour le détail. Alors, deuxième cas de figure, la base de Rendlesham Bentwaters, qui est située en Angleterre. Alors, le cas est en 1980. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est la pleine guerre froide. Et les Américains ont implanté une base de missiles en Angleterre, donc pays ami, pour pas dire autre chose. Et donc, ça se passe autour de la forêt de Rendlesham, donc dans la région de Suffolk, hein, dans le sud-est de l'Angleterre. Et évidemment, cette base était inconnue du grand public, bien sûr, mais en tout cas, des missiles nucléaires y étaient entreposés. Et ça, c'était peu connu, bien sûr. Alors, le 26 décembre 1980, un objet volant de forme triangulaire, doté de nombreuses lumières, est observé par le colonel Charles Halt et de nombreux militaires. Donc Charles Halt qu'on voit sur la photo. Alors, c'est le lendemain, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1980, qu'ils furent nombreux à observer plusieurs objets lumineux dans le ciel, hein, de forme discoïdale. Et le chef de la police militaire de la base en informa le colonel Halt, lequel décida de rejoindre la douzaine de militaires qui étaient déjà postés en bordure de la forêt. Ils constatèrent que la source lumineuse provenait de la clairière où a été observé le premier phénomène. Ils atteignirent l'endroit et virent un objet rougeoyant en forme d'ellipse, flottant à environ 4 mètres au-dessus du sol. Puis l'objet lumineux va pulser, il va éjecter une flopée de particules et se séparer en 5 objets distincts qui s'envolèrent immédiatement. Donc aussitôt après, 3 objets lumineux seront détectés dans le ciel et confirmés par les radars de la base et ceux de Londres. Donc 2 objets se trouvaient au nord et un au sud. Et puis un 4e objet lumineux va apparaître au sud, se diriger à très grande vitesse vers le groupe de militaires, qui va se figer à une trentaine de mètres de. Et soudain, l'engin va projeter une sorte de rayon laser devant leurs pieds pendant quelques instants avant que l'objet ne reparte dans les airs en disparaissant à nouveau. Les 3 autres objets vont continuer à évoluer rapidement, hein, avec des mouvements angulaires. Ils feront jaillir aussi des lumières rouges, vertes et bleues. Les 2 objets au nord restèrent visibles un peu plus d'1 heure et celui au sud entre 2 et 3 heures. Ça, je vous disais qu'on peut effectivement avoir des observations d'OVNI, soit très rapides, fugaces, soit très longues. Voilà, et puis effectivement, ces derniers objets projettent de temps en temps des rayons de lumière vers le sol. Donc ça, c'est un cas où on a beaucoup de rayons lumineux.
Alors, l'information va finir par fuiter en 1983 grâce au Freedom of Information Act, la loi américaine qui permet à tout contribuable de demander communication des archives américaines. Donc, Charles Halt déclara également que ces manifestations pouvaient avoir a priori un lien avec les stocks d'armement nucléaire présents dans les sous-sols de la partie américaine de la base. Ça, c'est intéressant. Et selon les observateurs militaires de la base, lors des manifestations survenues les 27 et 28 décembre, un grand nombre de témoignages évoquent le fait que l'un des ovnis projetait une sorte de rayon laser à l'endroit exact des bunkers contenant les têtes nucléaires. L'endroit n'est pas un hasard. Les heures et les jours suivants, les bruits de couloir laissaient entendre que certains dispositifs électroniques relatifs aux armements nucléaires avaient été mis hors service durant un certain temps. Alors, voilà. Voici une déclaration du colonel Charles Halt. Donc, ce qu'il nous dit, ce devait être quelque chose au-delà de la technologie humaine, à cause des vitesses et des mouvements de ces appareils, les angles pris et tout ce qu'ils faisaient. Ces objets auraient-ils pu être contrôlés à distance? Certainement. Je n'ai jamais vu de petits hommes verts, mais il est possible qu'il s'agisse d'une technologie extraterrestre. Bien sûr, je souhaiterais obtenir des réponses, mais je pense que je ne les aurai jamais. Nous avons vu des objets qui étaient sous le contrôle d'une intelligence. Je répète que c'est un militaire. Alors, évidemment, en plus des témoignages, on a des éléments matériels. Il y aura des traces profondes, équidistantes, dans le sol gelé, à l'endroit où l'objet s'est posé. Charles Halt a aussi procédé à un moulage de ces empreintes. Il a prélevé des échantillons de terre. Des mesures au compteur Geiger ont été prises et ont révélé une radioactivité supérieure à la normale. Donc sur le lieu d'atterrissage supposé. Et les militaires ont aussi observé des marques importantes d'abrasion sur l'écorce des arbres. Bref, des preuves physiques, matérielles. Et là, on voit une représentation d'un des ovnis qui a été observé et que l'on trouve dans la forêt, effectivement, dans le Suffolk, non loin de Rendlesham. Alors, troisième cas, le cas de Kaspotin-Yar, qui lui a eu lieu en 1989. Donc, on voit, c'est plus au sud de la Russie, Kaspotin-Yar. Alors, pendant très longtemps, ça a été une base aérienne et c'est devenu un cosmodrome qui se situe dans l'oblast d'Astrakhan, à peu près 100 km de la ville, enfin à l'est de la ville de Volgograd. Et la base a été créée en 1946. Alors, le 28 juillet 1989, près du site d'essai nucléaire de Kaspotin-Yar, des membres de 2 unités militaires soviétiques ont observé un ovni planant pendant plusieurs heures au-dessus de l'arsenal de la base. Selon les rapports manuscrits, donc qui sont conservés par le KGB, l'ovni a survolé les magasins de l'unité et s'est dirigé vers l'arsenal de missiles, et pendant ce survol, un rayon lumineux est apparu sous l'ovni. Les rapports ne précisent pas si des missiles nucléaires étaient présents, ni s'il y a eu une interaction directe entre le rayon et les installations ou les missiles. Cette observation a été consignée par 4 témoins interrogés par le KGB. Et les fichiers du KGB contenaient les rapports manuscrits de l'observation. L'OVNI a survolé les magasins de l'unité et s'est dirigé vers l'arsenal de missiles. Cet engin a dirigé un rayon lumineux issu de sa partie inférieure en direction du dépôt de missiles. Alors, on a ici donc un extrait effectivement des documents du KGB. Voilà. Alors, ce qu'il nous dit, c'est « J'ai grimpé jusqu'à la tour du guet et j'ai regardé l'objet à une hauteur de 18 pieds, c'est-à-dire 5,40 m. Je pouvais clairement distinguer un clignotement régulier, brillant comme un flash de caméra. L'objet a survolé les magasins de l'unité et s'est dirigé vers l'arsenal de missiles, environ 1 km. Il volait à une hauteur de seulement 60 pieds, c'est-à-dire 18,28 m, au-dessus du dépôt et brillait dans une sorte de vert phosphorescent. C'était un disque de 12 pieds, donc 3,60 m à 15 pieds, 4,57 m, de diamètre avec un dôme semi-sphérique. Alors que l'objet planait au-dessus de l'arsenal, un rayon lumineux apparut sur sa face inférieure, là où la lumière avait clignoté auparavant et a dessiné 2 ou 3 cercles. Ensuite, l'objet s'est déplacé vers la gare, toujours avec cette lumière clignotante. Ensuite, il est revenu au dépôt de missiles et a plané à 180-200 pieds, c'est-à-dire 60 mètres à peu près, au-dessus de lui. 2 heures après le début de l'observation, l'objet s'est dirigé vers la ville je vois pas très bien, Binsk, et a disparu de notre champ de vision, a écrit le responsable des communications, Voloshin. Ça, c'est un document du KGB de l'époque. Et voici l'engin tel que dessiné par l'enseigne Voloshin, de l'OVNI, avec effectivement un rayon au-dessus de la base de Kaspotin-Yar, le 28 juillet 1989. Et c'est une source de Michael Hesemann, ufologue américain.
Alors, 5 témoignages provenant du premier centre sont le fruit du lieutenant Klimenko, de 2 caporaux et de 2 soldats. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, ces militaires ont observé des ovnis entre 22h15 et 23h55 à une distance de 3 à 5 km. Jusqu'à 3 objets ont été vus simultanément. Un objet exécutait en silence des déplacements saccadés avec des dépôts, des départs et des arrêts très brusques, des périodes d'immobilité. Tous les témoins ont vu un avion de chasse tenter de s'approcher de l'objet et celui-ci s'échappait à une vitesse fulgurante, donnant l'impression que l'avion faisait du surplace. Seul le bruit de l'avion a été entendu alors que l'OVNI devait avoir atteint une vitesse supersonique. Et on a 2 autres témoignages, donc émanant d'un centre voisin du premier, concernant l'observation d'un OVNI de 23h30 à 1h30, à une distance allant de quelques kilomètres à 300 mètres. Celui-ci a été décrit par le sous-lieutenant Voloshin comme un disque d'environ 5 mètres de diamètre, surmonté d'une coupole hémisphérique brillamment éclairée. Le sous-lieutenant a joint à sa déposition un croquis de la soucoupe. Celle-ci se déplaçait brusquement d'une manière totalement silencieuse, et parfois restait immobile entre 20 et 60 mètres au-dessus du sol. En compagnie d'un soldat, donc Valéry Voloshin, il l'a observé immobile à 300 mètres de distance. L'objet émettait une lumière verte phosphorescente et une vingtaine de mètres au-dessus d'un dépôt de missiles. Il a éclairé ce dépôt par un puissant faisceau de lumière mobile pendant au moins une dizaine de secondes. Alors, là, nous avions des cas militaires. On va maintenant examiner un cas civil, donc avec la centrale nucléaire de Tchernobyl, où là, vous verrez, on n'aura peut-être pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est un cas qui est extrêmement intéressant. On en parle longuement dans le livre. Il y a beaucoup de détails et surtout beaucoup d'analyses scientifiques, de preuves scientifiques sur ce qui s'est passé. Alors, Tchernobyl, donc là, on est le 26 avril 1986. Alors, aujourd'hui, alors Tchernobyl fait partie de l'Ukraine aujourd'hui. À l'époque, c'était de l'URSS. Et on est au-dessus du réacteur numéro 4 de la centrale Lénine qui, soudain, explose. Bon. Il faut savoir que dans les jours et les semaines qui vont suivre, on va avoir 600 000 liquidateurs de radiation, c'est-à-dire des gens qui sont venus pour enlever les matières radioactives, pour secourir les blessés, enlever tout ce qui pouvait être enlevé de radioactif. Et 600 000 liquidateurs de radiation sont morts dans les travaux de secours et d'isolation de la centrale. C'est quand même énorme. Alors, voici ce que déclare le professeur Nesterenko, qui est un spécialiste en santé humaine et en radiation. Donc, il a déclaré ça en janvier 2005. Mon opinion est que nous avons frisé à Tchernobyl une explosion nucléaire. Si elle avait eu lieu, l'Europe serait devenue inhabitable. Donc là, on est passé à 2 doigts de l'enfer, si j'ose dire. Alors, un témoin qui s'appelle Mikhail Varitsky, qui était ingénieur à la centrale nucléaire, affirmera avoir observé un ovni au-dessus de la centrale nucléaire. Voici un témoignage de la Pravda, daté du 16 septembre 2009. Moi et d'autres personnes de mon équipe sommes allés sur le site de l'explosion la nuit. Nous avons vu une boule de feu, elle volait lentement dans le ciel. Je pense que la boule faisait 6 à 8 mètres de diamètre. Alors nous avons vu 2 rayons de lumière pourpre s'étirer vers le réacteur 4. L'objet est à environ 300 mètres du réacteur. La manifestation dure environ 3 minutes. Les lumières de l'objet s'éteignirent et il s'envola en direction du nord-ouest. Alors, on a un autre témoignage qui, lui, va surgir des années plus tard lors d'un symposium du MUFON, fameux réseau d'enquête américain. Alors là, on est en 1994 et voici ce que nous dit ce témoignage. Accompagné d'un second ingénieur, Mikhail Samoilenko, donc Mikhail Varitsky, arrive sur le site à 4h15. Après avoir brièvement constaté l'ampleur de l'accident, les ingénieurs décident de quitter la zone pour des raisons de sécurité. Alors qu'ils s'éloignent du périmètre dévasté, ils peuvent observer une sphère dans le ciel, d'environ 10 mètres de diamètre. Sous le regard ébahi des ingénieurs, la sphère tire 2 rayons rouges sur le réacteur endommagé, le numéro 4. L'OVNI reste encore 3 minutes dans le périmètre avant de disparaître. Le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 mRöntgens par heure, donc ce qui permet de mesurer la radioactivité, au moment d'arriver sur le site. Après le tir des rayons rouges, la mesure enregistre une nette baisse de la concentration qui ne monte plus qu'à 800 mRöntgens par heure. Autrement dit, on est quasiment divisé par 3. Le récit des 2 ingénieurs indique donc que l'intervention de l'OVNI visait à réduire le niveau de radioactivité dans le périmètre environnant. À titre anecdotique, on peut noter qu'un mois avant la catastrophe, un enquêteur russe, Vladimir Rubtsov, s'est entretenu avec un contrôleur du trafic aérien de l'aéroport de Kharkov, qui lui signala de nombreux comptes rendus d'OVNI dans la région de Tchernobyl par des pilotes en ligne.
Autrement dit, il y avait déjà des observations avant l'accident. Donc, est-ce que le réacteur était sous surveillance? On peut se poser la question. Alors, on a cette fois-ci une source plus scientifique. Là, c'est extrait du livre qui s'appelle La vérité sur Tchernobyl, où Grigory Medvedev, qui est donc ingénieur en chef responsable de la construction de la centrale de Tchernobyl, va nous faire le témoignage suivant. Le déchiffrement des données recueillies par l'ordinateur permet de conclure qu'une boule d'énergie électrique, légèrement aplatie et mesurant près de 7 mètres de diamètre et 3 mètres de hauteur, s'est formée dans le tiers supérieur de la zone active du réacteur. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire se sont alors évaporées sous l'impact de cette boule et ont été projetées dans l'atmosphère à une hauteur variant entre 1 et 11 km. Ça, c'est intéressant. Alors, je parlais tout à l'heure de choses, de rapports scientifiques autour de Tchernobyl. Alors voici Georges Lochak. Alors Georges Lochak est un physicien français spécialisé dans le domaine nucléaire et avec 3 de ses camarades ou collègues russes, Filipov, Rukadzek, il m'en manque un. Non, je crois que j'ai les 3. Voilà, Ureskayev, merci, l'Institut physique général de l'Académie des sciences de Moscou. Ils vont rédiger en 2003 le rapport Lochak. Alors que dit ce rapport? Déjà qu'il y a des anomalies majeures qui sont pointées dans ce rapport, et notamment qu'une partie importante du combustible nucléaire a disparu. Donc quelque part, ça vient corroborer le témoignage précédent. Alors, au vu de tous ces sujets-là, on pourrait se demander quelle est la nature de ces objets tirés par ces ovnis, ces engins, ces objets, appelons-les comme on veut. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de formuler des hypothèses. Alors, quelques hypothèses sur ces rayons. Voilà. Alors, la première, c'est que ça pourrait être une sorte de scanner qui viendrait sonder ces sites et qui permettrait de détecter l'existence, par exemple, d'engins nucléaires et peut-être même de détecter les fissures ou les autres anomalies. On sait que, j'en parlerai demain, mais en France, sur les centrales nucléaires qui ont été survolées en 2014, on sait qu'il y avait des fissures dans les réacteurs nucléaires. Alors, deuxième hypothèse, c'est que ça pourrait être un outil avec un effet électromagnétique sur les mécanismes des missiles. Est-ce qu'en gros, ce serait une impulsion électromagnétique qui pourrait désactiver justement le lancement de ces missiles? On sait que ça a été le cas. Troisième hypothèse, ça pourrait être un moyen permettant de faire diminuer les radiations. On a vu avec Tchernobyl que ça a été le cas. Il y a eu des mesures avant et après le tir de ces rayons lumineux. Et enfin, quatrième hypothèse, ce serait un moyen de supprimer les déchets radioactifs. Alors, on va creuser un petit peu ce sujet-là. Bon, pour le premier point, il est évident que les rayons tirés sur les sites militaires de la forêt de Rendlesham étaient des sortes de rayons explorateurs. Ils venaient sonder, voir où étaient effectivement les engins, les missiles dans les installations souterraines. Donc les silos de missiles, on sait aujourd'hui qu'ils étaient souterrains. Alors pour le second point, on sait qu'au-dessus de Tchernobyl, effectivement, les radiations ont baissé au-dessus du réacteur numéro 4. Et comme ça a été dit lors du symposium du MUFON, le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 milliroentgens par heure et c'est descendu à 800 milliroentgens par heure. Alors ensuite, voilà. Alors le troisième point, restons sur la centrale de Tchernobyl. Le rapport Lochak pointe la disparition de réserves d'uranium. Et ce même rapport mentionne l'existence d'un stock d'aluminium, alors qu'on sait que l'aluminium n'est absolument pas utilisé dans une centrale nucléaire. Ça ne sert à rien pour produire l'énergie. Bon, c'est pas du combustible. Alors pour résoudre ce mystère, on va s'intéresser à un autre physicien français qui lui s'appelle Gérard Mourou. Vous allez voir son pédigré qui est relativement intéressant. Alors, donc Gérard Mourou est né le 22 juin 1944, une maîtrise de physique, un doctorat en optique approfondie, il a travaillé pour nombreuses universités à l'étranger. Dans sa spécialité, la lumière et les lasers. Il a été directeur du laboratoire d'optique appliquée au CNRS à Paris. Il a créé l'Institut de lumière extrême Apollon avec les premiers lasers de femtosecondes, c'est 10 puissance moins 15. Et il a été l'initiateur du projet ELI, Extreme Light Infrastructure, infrastructure laser, de lumière extrême, avec 3 installations de laser de 10 pétawatts de puissance, c'est-à-dire 10 puissance 15. Et puis, il a obtenu le prix de la Société d'optique d'Amérique en 1995, le prix Lazare Carnot en 2007, le prix Charlestown en 2009, la Société d'optique d'Amérique, pour ses travaux sur les lasers et l'optique quantique. Arthur Schollow de la Société de physique d'Amérique pour ses contributions à l'avancement de la recherche sur la physique du laser et ses applications.
prix Nobel de physique en 2018 avec la chercheuse canadienne Donna Strickland pour leur méthode de génération d'impulsions optiques. Et enfin, docteur honoris causa dans plusieurs universités à travers le monde. Bref, un scientifique comme on aimerait en avoir plus souvent. Donc, en 2018, Gérard Mourou va faire une présentation de ses travaux au Forum Innovation Défense. Il va démontrer que des lasers ultra intenses pourraient être utilisés pour bombarder les noyaux atomiques d'isotopes radioactifs et en modifiant leurs propriétés respectives. Ça revient à dire que des atomes radioactifs ainsi bombardés par un laser ultra intense, sur un court laps de temps, transformeraient leur nature. Ainsi, certains atomes pourraient perdre leur radioactivité en 30 minutes. Je vous rappelle que la radioactivité, elle se meurt naturellement au bout de centaines de milliers d'années. Bon. Et donc, c'est un vrai avantage quand on connaît effectivement la durée de vie de la radioactivité. Alors, voici ce que nous dit Gérard Mourou. Ce laser est spécifique, il dispense très peu d'énergie, soit quelques joules, à peine un millionième de ce que l'on ingère au cours d'un petit déjeuner, pendant le temps excessivement bref d'un milliardième de millionième de seconde. Pour dire, c'est très bref. Le but est de diminuer considérablement la radioactivité des déchets qui durent plusieurs centaines de milliers d'années, alors afin qu'ils ne soient plus un fardeau laissé aux générations futures. Noble tâche. Alors, en septembre 2019, il y a eu un article dans Science et Avenir sur justement Gérard Mourou et ses travaux. Et donc, il nous expliquait le principe de la transmutation des déchets nucléaires par le biais d'un laser approprié. Alors, entrons un peu plus dans ce sujet. Voici ce qu'il nous dit. Par la transmutation d'éléments chimiques, ce terme était utilisé par les alchimistes du Moyen-Âge qui voulaient transformer le plomb en or, un rêve impossible. Depuis le milieu du XXe siècle, le développement de la physique nucléaire, ce terme a pris une signification bien précise. Il s'agit de transformer un élément en un autre en agissant sur le noyau atomique. Pour les déchets nucléaires, le but est de transformer des éléments radioactifs à vie longue en d'autres éléments, soit non radioactifs, soit capables de se désintégrer en peu de temps. L'objectif ultime est de rendre ces déchets non radioactifs. Alors, on nous donne un exemple. Prenons l'exemple, alors c'est très technique, mais c'est bref. Prenons l'exemple du technétium, 99 Tc. Sa demi-vie est de 211 000 ans. C'est-à-dire que si l'on dispose d'un kilogramme de 99 TTC, le technétium, il faudra attendre plus de 2000 siècles pour qu'il n'en reste plus que 500 grammes. Le reste sera transformé en ruthénium, un métal dur non radioactif, donc stable. Et si l'on parvient à rajouter un neutron au noyau du technétium, on forme alors un autre isotope du Tc, le 100 Tc. Ce dernier a une demi-vie de 16 secondes seulement. Toutes les 16 secondes, la moitié d'un volume disponible est transformé en un autre isotope de ruthénium, stable et non radioactif. Comparons un instant 211 000 ans à 16 secondes. La transmutation permet donc de venir à bout très rapidement de déchets radioactifs à vie longue. Alors voici le schéma qui était donc dans le Science et Avenir à l'époque. Vous voyez ici, on a donc le laser qui va donc, par le biais d'un neutron, frapper le noyau de neptunium, par exemple. Il va entraîner donc la fission, effectivement, donc de différents éléments, du molybdène, du technétium, puis du ruthénium, chacun ayant donc des éléments de vie qui sont courtes. Voilà. Je vous l'ai fait courte. Alors, si on revient sur le rapport Lochak, l'une des anomalies détectées, alors ce qu'il nous dit, c'est une des étrangetés de Tchernobyl, c'est qu'on a découvert dans les débris de l'uranium enrichi à des doses tout à fait extraordinaires. Le maximum qu'on a retrouvé était de 27%, alors que le combustible d'un réacteur RBMK, c'est ce qu'on trouvait à l'époque en Russie, est enrichi au départ de 2%. De plus, le réacteur de Tchernobyl était destiné à être arrêté quand l'accident est survenu. Manque de peau, l'accident eut lieu avant. Le combustible étant usé, enrichi environ 1,1%. Il n'y avait aucune explication à ce phénomène d'enrichissement, donc anomalie. Une question va alors se poser, des ovnis ont-ils transmuté la matière fissile du réacteur numéro 4 pour en atténuer la dangerosité? Donc par conséquent, on peut confirmer que la troisième hypothèse évoquée plus haut, sur la nature des rayons observés sur les sites nucléaires, serait bien un moyen de supprimer la radioactivité. Voilà, donc tout cela est développé effectivement dans notre ouvrage, et si vous avez des questions, eh bien, nous sommes présents. On vous attend. Alors s'il y a des questions, oui. Le micro va arriver. Un fil de trop important en même temps que le rayon qui est émis par le nez.
Parce que pour transmuter le noyau nucléaire, il faut de l'énergie, hein. On Alors, est bien soit on d'accord. envoie des neutrons de haute énergie, soit des neutrons relativement lents, mais effectivement avec un faisceau laser qui excite le noyau pour atteindre un certain niveau d'énergie et pouvoir opérer la transmutation, quoi. Là, c'est pas évident, hein. Alors bon, là, c'est joli parce qu'en plus, ça me fait penser aux déchets nucléaires en France, où là, on est bien emmerdé avec quand même, hein, les mots de stockage profond. Bon, il faudra quand même les surveiller 10 000 ans. Donc, si on avait un moyen pour les transmuter très rapidement, alors là, on serait très heureux, hein. Alors, justement, pour vous répondre, je ne sais pas si ça a été analysé sur la nature du rayon. À ma connaissance, non. On a juste vu un rayon lumineux. Pour revenir sur les centres de stockage des déchets nucléaires, il faut savoir qu'ils sont aussi survolés par des objets volants non identifiés. J'ai moi-même eu un témoignage en ce sens-là. De toute façon, toute la filière nucléaire est survolée, des sites de production jusqu'aux sites de retraitement, en passant par les centrales et les sites nucléaires militaires, évidemment. Vous aviez une dernière question, je crois. J'en ai une dernière, c'est quand vous avez dit que l'uranium retrouvé était enrichi à 27%. C'est tout simplement impossible, normalement, il est enrichi à 2%. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fout là, de l'uranium à 27%? J'y comprends rien. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des anomalies scientifiques pointées par 4 scientifiques, dont un Français, hein. Voilà, c'est le fameux rapport Le Chach. Donc ça, c'est une source d'anomalie et c'est solide, parce que ça va venir expliquer des anomalies suite au passage d'OVNI sur le cœur de la centrale nucléaire, et tout cela est mesuré scientifiquement. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en dossier OVNI, c'est inattaquable. Je vais acheter votre livre. Profitez des 2 dédicaces, hein, des 2 auteurs. Oui, bonjour, par rapport au lien, OVNI et nucléaire, votre livre, il est sorti quand, si c'est pas Il est sorti en 2021, juin 2021. je sais pas si vous avez dû le suivre, les avancées de la coalition scientifique sur l'étude des UAP, là, aux USA, Oui, bien sûr. le SCU, avec les différents articles, justement de recoupement avec les cas Blue Book et l'ensemble, du phénomène, surtout les tests nucléaires. Pour ceux qui savent pas, allez voir le SCU. C'est un peu dru à lire, mais c'est quand même assez important. Et donc, vous avez forcément suivi les avancées et la publication sur Nature de l'article de Béatrice Villarroel, qui Ah, fait celui-là, je l'ai pas vu, non. Ah ben, il a été publié dans Nature. C'est un comité de lecture. Il y a 2 articles qui font le lien justement avec les essais nucléaires également, des transitoires en géostationnaires, peut-être, avant même le premier lancement de Spoutnik. Donc voilà, ça confirme. C'est votre livre du lien avec le nucléaire. C'est Merci. juste pour Je ne connaissais pas ce lien, cette allez information. le voir parce que c'est juste incroyable. En fait, bon, pardon, je suis un peu fort. En fait, au niveau de l'ufologie, vous savez tous que c'est un phénomène mondial et on voulait, nous, surtout mettre l'accent sur le fait que, tous les sites, stratégiques, nucléaires, civils ou militaires n'étaient pas épargnés, par ces apparitions. Et effectivement, après, on a plein d'exemples, concrets, qui sortent, qui sont complètement inexplicables, là, par rapport à tout ce que vient d'évoquer Stéphane sur Tchernobyl. Mais il y a plein d'exemples et on n'a pas pu tout mettre dans le livre, mais ça pose débat, effectivement. Tu avais une question devant? Oui. Oui, bon. Est-ce que lors de la sortie de votre livre, des personnes de l'ADEME ou de la sûreté nucléaire, officieusement, vous ont approché, ont été intéressés par vos recherches et votre synthèse Alors moi, non. sur la problématique? Non, voilà. Non, personne, à mon avis. Je pense qu'ils veulent rester dans leur coin tranquillement et pas faire de vagues sur le sujet. Oui. Alors, par contre, s'ils veulent venir nous rencontrer, c'est avec plaisir. D'accord, oui. Dans ce message. Très bien. À la personne là-bas. Parce qu'il n'y a pas eu de... Non, ouais. Personne qui... Oui, oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai pas de questions à vous poser, mais j'ai été témoin d'un OVNI. Alors, ça s'est passé dans les années 80, et ça correspondrait à peu près à ce que votre exposé, c'est que je me trouvais entre Étretat et Le Havre, sur une route à peu près à, disons,
peut-être entre 1000 et 2000 mètres de la mer. Donc, sur une route, la plaine, puis la falaise de 60-70 mètres, et au-dessus, un disque jaune. Et ça correspondrait un peu à ce que vous veniez d'expliquer, c'est qu'il y avait la centrale de Panly et la centrale de Palluel qui étaient dans le profil. Alors, il était 11h, entre 11h et 11h30 du soir. Évidemment, je n'allais pas appeler le journal pour leur dire, parce qu'ils m'auraient dit vous allez faire un gros dodo, demain, vous verrez, il n'y a plus rien. Non. Le lendemain matin, j'ai acheté mon journal et devant des centaines de témoins, la gendarmerie du Havre a constaté, devant des centaines de témoins, cet objet. Alors, c'était jaune pâle, un disque. Ce qui est étonnant, c'est que je me trouvais dans ma voiture avec ma femme et mes enfants, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, de contrainte de nuisance lumineuse de nulle part. C'est la nuit complète. Et moi, je me suis arrêté en pleine campagne, mais personne n'a voulu descendre de la voiture, même pas mon chien. Oui. Et moi, je suis descendu et ça s'est mis en état stationnaire. C'est ça qui m'a étonné. Et donc, le lendemain matin, quand ça a été su par les journalistes, ils ont fait une enquête auprès du port autonome du Havre pour voir s'ils n'avaient pas fait des travaux sur la mer. Il n'y avait rien. Ils ont correspondu aussi avec la météo, s'ils n'avaient pas envoyé, par exemple, un ballon sonde. Bon, l'armée, ils n'ont rien dit parce que l'armée, c'est la grande maître. On ne sait pas. Et alors, en fin de compte, moi, je vais dire, j'ai rien vu. J'ai vu un disque jaune se déplacer. Et ensuite, moi, je coupais ma route, je rentrais chez moi, je couchais les enfants parce que le lendemain matin, ils allaient à l'école. Donc, moi, je ne voyais plus. Mais ça a suivi la côte et devant des témoins, devant la plage du Havre, des centaines de témoins ont vu cet objet. Et alors, je n'ai plus les dates, mais je pense que si vous vouliez le retrouver, c'est dans les années 80, ça doit se retrouver facilement. C'est pour ça que si j'avais été tout seul, je ne serais peut-être pas venu vous le dire. Mais après, j'ai su sur le journal qu'il y avait eu des centaines de témoins. Mais ce qui correspondrait aux centrales, peut-être dans le coin. Et c'était en quel journal, vous vous souvenez? Ça, c'était Le Havre Presse. Le Havre Ça a été Presse. diffusé dans Le Havre, ça a été diffusé aussi dans Paris-Normandie, puisque c'est une filiale. Ok. Et quelle forme avait cet objet? C'était un disque jaune, mais d'un jaune pâle, pas le soleil. Comment vous expliquer? Je vois peut-être la lampe, là, vous voyez, le jaune de la lampe. C'était assez pâle. Mais c'était moi, ça m'a impressionné parce que ma femme me dit, mais c'est la Lune. Mais je dis, bon, la Lune, elle avance pas comme ça. Elle avance, oui, mais enfin, c'est pas elle qui avance, c'est nous. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, c'est un témoignage. Bah, merci pour ce témoignage, Merci. très intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui j'ai vu un ovni. Ok, merci. Oui, puis en plus, c'est un témoignage qui corrobore, encore une fois, tout ce qu'on dit. Donc voilà, il y en a plein comme vous, j'en ai rencontré quelques-uns. Ça, on ne sait pas. Ok, merci. D'autres questions? Ouais, j'aurais 2 questions en une. On est de la même région tous les 2, avec Didier. Est-ce que dans ton livre, tu as l'occasion de parler d'un cas qui a été très connu, dans le Tarn-et-Garonne, qui était à Golfech? Oui, bien sûr, on en a parlé, oui, tout à fait. Et la deuxième question serait, perso, j'ai été, avant-hier dans l'armée de l'air. J'ai fait mon petit passage à l'armée de l'air dans une base, c'était la 3e base à l'époque, c'était en 77-78, stratégique de France, qui se trouve en Aquitaine. Et il y avait effectivement à l'époque, et je l'ai gardé moi-même en tant que garde sur des miradors, des têtes nucléaires. Il y en avait 5 à l'époque, ça a dû évoluer depuis. Et est-ce qu'il y a eu des cas donc sur des observations, sur ces sites nucléaires, militaires en France, en plus de Golfech? Nous, on n'a pas fait d'enquête de terrain puisque on a confronté nos archives personnelles pendant le Covid. On a profité d'écrire ce livre-là puisqu'on avait sensiblement écrit sur le même thème. Donc, on a regroupé un peu nos idées. Pour te répondre, Golfech, oui, effectivement, il y a eu pas mal d'articles de presse, il y a eu des enquêtes de faites par différentes associations, et donc c'est retranscrit, notamment en 2014, c'est retranscrit dans le bouquin, mais pas que Golfech, puisqu'il y a eu beaucoup de centrales françaises pendant 3-4 ans qui ont été visitées, entre guillemets. Alors, il y a même le directeur de la centrale de Fessenheim qui a
qui a écrit et qui a dit publiquement, ça a été repris par un journal en Alsace, c'est qu'il y avait un engin inconnu qui avait survolé sa centrale. Et celui du Blayais a dit la même chose. Voilà. Il dit qu'il a vu un ovni. Donc il y a pas que des sites militaires avec des têtes nucléaires, il y a aussi des sites civils. Il y a eu aussi des sous-marins sur la base de Brest. Il y a eu quand il y avait une association brestoise et qui avait fait le lien avec le fait que quand le sous-marin était à l'île Longue, ben, il y avait des observations bizarrement. Voilà. Et puis quand pendant 6 mois le sous-marin partait en mer, il y avait plus d'observations autour de la base. Donc voilà. Après on n'a pas mené d'enquête. On n'a pas eu d'autres cas qui nous sont arrivés aux oreilles, mais il doit en exister plein. Le cas dont citait monsieur, moi je n'avais jamais entendu parler, mais voilà, il y a sûrement d'autres. Alors moi, j'en ai eu quelques-uns, hein, D'autres cas, ouais. effectivement. Oui, mais c'était pas au-dessus d'une centrale nucléaire. Après, oui, J'espère il y a que t'es beaucoup pilote. de témoignages. Martial. C'est vrai que Stéphane, dans le cadre des repas UFO, t'as dû entendre beaucoup de témoignages à la naissance. Ah ouais. Il me vient à l'esprit que, en France, nous avons une structure quand même très particulière. Nous avons le centre de recueil des déchets radioactifs de toute l'Europe, de toutes les matières fissiles, notamment à La Hague, où et là, nous avons un stock vraiment de matières radioactives et de déchets gigantesque. C'est vraiment un cas unique au monde. En tout cas, la France gère des déchets nucléaires, non seulement de la France, mais aussi d'autres pays. Donc, est-ce que La Hague, il y a eu des cas de survol parce que c'est vraiment colossal par rapport même à l'échelle de la France, quoi. On a quand même, on a combien 54 réacteurs ou 54 aujourd'hui, ouais. 54 Pour parce qu'il y avait 7 centrales. il y avait celle de Fazelem qui a été arrêtée. On était, je sais plus, à 56 ou 57. 4 réacteurs. Et voilà, donc sur un territoire, le territoire français, on est peut-être sur une concentration au niveau du réacteur par habitant qui doit être la plus forte du monde. Voilà, donc est-ce que, donc, notamment par rapport à La Hague, est-ce qu'il y a eu des survols ou pas? Moi, j'ai pas eu connaissance, mais après, et c'est là où je fais le lien avec les associations régionales ou départementales de recherche sur l'ufologie. Après, voilà, c'est d'où l'intérêt de centraliser les témoignages. Bon, moi, j'ai pas entendu parler. Après, on sait qu'il y a eu des observations d'OVNI près de La Hague, ailleurs, etc., dans le nord de la France. Après, spécifiquement dessus de la centrale, moi, j'en connais pas, mais il y en a certainement. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, concernant les centres de retraitement déchets nucléaires, j'ai rencontré un témoin il y a 2 ans qui effectivement m'a dit avoir observé un ovni de forme quadrangulaire, hein, enfin 4 angles, une sorte de carré lumineux rouge au-dessus d'un site de retraitement de déchets. C'était pas dans le nord, c'était plus dans le centre ou le sud de la France. J'ai plus l'endroit exact en tête. Surtout qu'il y a des convois, notamment par exemple qui viennent d'Allemagne, qui ramènent des matières fissibles qui ont été utilisées dans les centrales après retraitement, qui les amènent pour être stockées à La Hague. Donc à ce moment-là, même est-ce qu'un convoi aurait pu être survolé? Moi, honnêtement, j'ai pas eu vent On qu'il y a a eu des vu, suites de véhicules comme ça, enfin ouais, des c'est- ovnis. Mais je pourquoi suppose pas? que- Après, tu sais, ça peut peut-être dire que ces convois sont extrêmement sécurisés et du coup, peut-être qu'il y a rien, il y a aucun déchet radioactif et tant mieux qu'il s'en échappe, tu vois, tout Après, il faut simplement. qu'on ait l'information, il faut que les témoins veuillent parler, veuillent communiquer, que voilà, une association récupère les témoignages ou un enquêteur, mais bon, après, c'est le souci, c'est d'arriver à avoir l'information. C'est vrai que généralement, on n'entend pas parler de ces convois. Je crois que j'en ai entendu parler seulement une fois lors de manifestations d'écologistes. Une seule fois, quoi. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'observation d'ovnis, enfin, on l'aurait su, parce que c'est tellement exceptionnel. Des ovnis qui suivent des camions, des voitures, bon, ça on connaît depuis les années 50, 60.
Des convois, comme ça, non, moi ça me dit rien, j'ai jamais eu de témoignage dans ce sens-là. Et encore une fois, ça veut peut-être dire que c'est pas forcément quelque chose de dangereux. Si c'est parfaitement sécurisé, ce qui est sans doute le cas, il y a pas de raison. Par exemple, on a un site aussi, en France qui est chargé de gérer les têtes nucléaires, françaises, puisqu'en plus, de manière, heu, elles sont, dire que régulièrement, les têtes prennent de l'âge et on est obligé de les changer. Donc elles Alors sont là. demain, je montrerai une cartographie de l'âge des réacteurs. Effectivement, ils vieillissent en France. Ah, les personnes qui veulent parler. Bonjour. Oui. Excusez-moi, oui, bonjour. Est-ce que vous avez eu écho que plusieurs laboratoires dans le monde, dont la Corée, les États-Unis et même en Europe, font en fait des recherches qui, je pense, font écho aux observations OVNI sur un essaim de nanorobots pouvant s'assembler, se désassembler. Enfin, ça me fait penser un peu à une cellule, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et qui sont aussi polymorphes et qui peuvent aussi bien être super liquides que super solides, etc., etc. Donc ça m'a fait quand même penser beaucoup à certaines observations OVNI assez nuancées. Donc vous avez déjà parlé, je pense, une fois dans vos vidéos, si je me souviens bien. Alors c'est possible. Et qui fait écho à une technologie assez symbiotique où la matière, l'énergie, etc., n'a pas vraiment d'importance, quoi. Alors Vous c'est voyez, intéressant. vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Oui. Alors là, vous oui. êtes le seul que j'ai entendu parler de ça. Une fois dans une vidéo il y a longtemps. Bah, effectivement, c'est vrai que si on s'intéresse un petit peu aux recherches scientifiques actuelles, ça peut peut-être expliquer certains ovnis. Je pense par exemple au polymorphisme, Oui, voilà. le fait que certains objets changeraient de forme. Et ça, il y a des témoins qui en ont parlé. Donc ça peut être une hypothèse venant l'expliquer. Aujourd'hui, la science permet d'expliquer beaucoup de choses. Pas tout encore, mais elle permet d'expliquer un C'est pour certain ça, nombre de phénomènes. je trouvais ces recherches assez, entre guillemets, «suspectes». Ça me fait penser un peu trop à certaines observations OVNI. Je me suis dit: «Est-ce que ça découle pas des observations, justement?» Bah voilà, faut faire des rapports, exactement comme on l'a fait là avec les recherches de Gérard Mourou sur les lasers. Ça pourrait expliquer un certain nombre de choses. Et une dernière remarque rapide, avez-vous écho de reconstitution, visuelle ou autre de l'observation, à la centrale d'Avoine, enfin de Chinon, pardon, pas loin, par rapport au Drovni en 2017, dont vous aviez parlé aussi, vite rapidement dans une vidéo, Alors, ou pas? j'ai rencontré une fois un témoin, qui avait vu, une boule lumineuse effectivement, au-dessus de chez lui. Il habitait à quelques kilomètres de la centrale de Chinon. Voilà. Par contre, je sais plus quelle était l'année, mais j'ai au moins un témoignage sur le sujet, oui. Je crois que c'est chez Nura TV, vous avez parlé de ça rapidement par rapport à un journal qui avait passé ces infos. En 2017, j'ai eu des Drovni qui sont passés à la centrale de Chinon. Oui, oui, bah, voilà, honnêtement, j'ai plus, ce détail en tête, mais c'est possible, ouais. On faisait un listing des centrales, je crois que c'était à Nura TV. Alors dans ce cas, j'en reparlerai demain, des survols. Vous aurez la liste, ce sera très détaillé. Oui, bonjour, monsieur Royer, monsieur Gomez. Juste une petite question, vous nous avez dit tout à l'heure que les OVNI survolaient, les sites nucléaires en France, hein, effectivement, à juste titre. Est-ce que statistiquement, vous avez, dans vos études, vu que les sites, militaires étaient un peu plus survolés que les autres? Où il y a la simple production, pour d'énergie électrique? Alors moi, j'ai pas connaissance de statistiques là-dessus. Le souci, c'est qu'il faudrait qu'on ait, des données fiables sur toutes les observations. Il faudrait qu'on puisse, filtrer, dans toute la casuistique OVNI, les cas de survol. Enfin, Oui, je veux en venir, quoi. ça demanderait, Sur les sites d'électricité, c'est un peu moins chaud que sur les sites nucléaires où il y a des missiles, voilà, à tête nucléaire, quoi, qui pourraient peut-être un peu plus inquiéter nos chers visiteurs. Ce qui est rassurant, c'est que toutes les centrales de tous les pays du monde, hostiles ou non hostiles, sont survolées. Voilà. Pour ce qui est des données en France, il y a Michael Vaillant, qui avait, réalisé une étude là-dessus et je crois que dedans, c'est inclus, les sites militaires et ils ont pas corroboré, mais s'il y a des trucs au-dessus des sites militaires, les militaires, ne diront, rien. Donc ça, et les centrales d'ailleurs ne disent absolument rien non plus. Mais Michael Vaillant, ouais, dans cette étude et d'ailleurs pas que les centrales, il y avait aussi les zones, C'est tous les sites nucléaires. tous les sites où même il y a de la radiologie naturelle ou des déchets, enfin il y a une question environnementale également dans cette recherche. Elle est sur le GEPAN. Voilà.
En fait, c'est Michael Vaillant et quelques autres, hein, qui ont fait une étude, du GEPAN d'ailleurs, qui ont fait une étude sur le sujet, expliquant que dès lors qu'il y avait des sites, militaires, il y avait un facteur, alors je sais plus quel est le facteur en question, multiple, hein, d'observation d'OVNI. C'est-à-dire qu'on verrait plus d'OVNI en étant autour de sites nucléaires, qu'ils soient nucléaires, militaires ou civils. Voilà, en gros, si on habite autour d'une centrale nucléaire, logiquement, on a plus de chances de voir, quelque chose d'étrange que si on habite, en plein centre-ville, je sais pas, en la Creuse, la Bretagne, où il y a peut-être moins de risques à ce niveau-là. D'autres questions? Non? Oui. Alors là, c'est un autre sujet. Je n'ai pas d'infos, croustillantes à vous transmettre à ce sujet, hein. Non, on n'est Heu, pas à spécialiste du titre à sujet. titre personnel, moi, j'ai fait des enquêtes surtout dans mes départements. Donc, quand j'étais, dans les départements de l'Eure, j'ai fait un bouquin, ouais, lié au 5 novembre 90, j'en parlerai demain avec les copains de l'association de OVNI Anjou. Et après, j'ai fait des études sur le Tarn, sur, 50 ans de témoignages dans le Tarn, mais après je vais pas jusqu'à la base 51. Et voilà, donc je sais pas, tu as pas d'infos non plus? Oh, j'ai pas spécialement d'infos. Après, moi, je me méfie toujours. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont publiées sur l'ufologie américaine. Alors, moi, j'essaye de vérifier, quand je peux, autour de chez moi. Déjà par chez nous, déjà, c'est bien. On a beaucoup à faire ici déjà. Donc, après, oui, effectivement, je vois des vidéos passer, je lis des choses là-dessus, mais bon, j'ai pas d'infos précises, qui corroborent ou pas. Bon, Ouais, juste le pour il y a dire que je pense qu'il y a aussi une forme de désinformation sur la base 51. Alors, une des désinformations, c'était que ça a toujours servi pour, travailler à des prototypes, d'avions et cetera, du côté américain. Mais est-ce que ça ne cacherait pas autre chose? Voilà, je vous laisse, réfléchir à cette question. Alors oui, je lisais un article sur, au niveau des Chinois, ils construisent énormément de centrales nucléaires. Ils ont construit, l'équivalent d'un EPR, très rapidement. Ils mettent en œuvre des très gros moyens pour, en fait, être autonomes, le plus possible en énergie. Et c'est vraiment, là, ils sont dans un équipement, ils vont très, très vite. Alors que nous avions eu un mouvement pour arrêter le nucléaire. Eux, ils ont été dans un mouvement au contraire, d'expansion du nucléaire. Alors là, on va peut-être aussi, voir de nouvelles observations, de nouveaux phénomènes qui, seraient à ce moment-là ciblant, on va dire, tout un parc nucléaire, neuf chinois. Alors, je suis moins sûr que toi, parce qu'en fait, les survols qu'on a eu en 2014, j'y reviendrai demain, c'était sur un parc de centrales nucléaires vieillissantes, pour la plupart. Des centrales neuves, je suis pas sûr qu'en Chine, ce soit survolé, en tout cas pas tout de suite. Oui, mais Et elles ont été très, très vite, construites. Est-ce que alors, justement, tout dépend de la technologie, parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer une technologie de centrale nucléaire au thorium. Et le thorium, c'est autre chose. C'est un autre matériau qui est plus abondamment répandu, qui est beaucoup plus sûr et dont les déchets nucléaires, sont retraités plus vite. C'est-à-dire que la radioactivité naturelle part beaucoup plus vite. Donc même peut-être que les recherches de Jean Armour aujourd'hui sont désuètes. Voilà, donc peut-être que justement, il n'y a plus besoin de survol, il n'y a plus besoin de sécurité, de surveillance entre guillemets sur ces centrales. Qui sait? et qui plus est, la Chine est en train de s'équiper en tête nucléaire, où l'estimation est à l'heure actuelle de plus de 700 têtes nucléaires. Ouais, ça c'est un autre problème. Donc, on est aussi sur une autre, dimension, d'équipement C'est à une autre échelle. de matériel, militaire. Ouais, peut-être que dans les années à venir, on aura vent justement de survol de ces centrales nucléaires, ces Et sites militaires chinois qui n'existent pas officiellement. faut pas se faire d'illusions, c'est que on est aussi avec, la situation actuelle où des nations voudraient s'équiper en tête nucléaire. Regarde ce qui se passe en Iran, hein, entre autres. D'autres personnes? D'autres questions, d'autres remarques, témoignages? Non? Pour les gens qui ont du point. La centrale de Chimon, elle est dernière tenue. Ouais, tout à fait.
Merci de le souligner, effectivement, elle est pas loin, on la voit, le long de l'eau. Bon, bah, on va conclure, hein. Voilà, merci à vous. Merci à tout le monde.